Monsieur le chef d'état-major des armées, monsieur le gouverneur militaire de Paris, monsieur le délégué national de l'Ordre de la Libération, messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, légionnaires, je ne voudrais pas commencer cette allocution sans évoquer, moi aussi, votre camarade qui est tombé au Mali où la Géorgie participe auprès de la France et des ordres internationaux, de la communauté internationale, participe à cette opération. C'est pour nous un acte de présence et de solidarité internationale, comme nous en avons eu en Afghanistan, et pour nous, toute perte sur ce territoire est une perte aussi pour la Géorgie. Un siècle s'est écoulé depuis cette année 21 qui porte en elle un condensé des espoirs et de la tragédie du peuple géorgien. Un siècle s'est passé depuis qu'Aristide Briand, président du Conseil, reconnaissait la jeune République de Géorgie le 27 janvier 21. Un siècle se ferme depuis qu'en mars 21, l'armée rouge brisait ce rêve d'indépendance et de démocratie en soumettant par les armes la Géorgie au joug soviétique. En quelques mois de l'année 21, la Géorgie perdait en même temps l'indépendance, une souveraineté recouvrée après des siècles d'occupation par les empires tantôt russes, tantôt ottomans, tantôt perses. Elle perdait un régime démocratique fondé sur une des constitutions les plus progressistes de l'époque. Elle perdait l'intégration dans le concert des nations européennes. Indépendance, démocratie, Europe, telles étaient les aspirations d'il y a un siècle. Elles n'ont pas changé. Plus que jamais, elles guident la majorité, l'immense majorité du peuple géorgien. Dans cette aspiration, la France tient une place singulière. Aucun autre pays n'a en effet autant contribué à préserver l'indépendance de la Géorgie dans la période moderne. Et dans un de ces clins d'œil dont l'histoire a le secret, c'est une fille de cette émigration accueillie en France qui a été nommée la première ambassadrice de France en Géorgie et qui aujourd'hui s'adresse à vous en tant que présidente de la Géorgie. La France est d'une certaine façon indissociable de la Géorgie libre et indépendante parce qu'elle a, à plusieurs reprises dans ces 100 dernières années, aidé à préserver l'idée même de la Géorgie comme nation indépendante. J'emploie à dessein un mot fort, celui de la préservation, car il s'agissait de ces moments où son existence même était en jeu. Cette relation franco-géorgienne s'incarne en 3 moments. Je viens de le dire, la reconnaissance internationale en 21, en janvier de cette année, et pour la première fois depuis l'annexion de la Géorgie par la Russie tsariste en 1801, la Géorgie recouvrait sa place dans le concert des nations grâce à la reconnaissance de jure de son indépendance par la France et la Grande-Bretagne. La France restera fidèle à cet engagement en dépit et après l'occupation soviétique. Comme on le sait trop peu, en effet, elle a exclu la Géorgie occupée de son acte de reconnaissance de l'Union soviétique en 1922. Elle accueille le gouvernement en exil à Paris, qui devient la capitale de la jeune démocratie géorgienne en exil, comme Londres l'est devenue pour la France libre. Ainsi, en France, l'indépendance de la Géorgie, la légation géorgienne dureront non pas 3, mais 15 ans. Ce n'est qu'en 1933, alors que les tensions avec l'Allemagne se renforcent, que le gouvernement Daladier n'aura d'autre choix que d'accéder à la demande pressante de Staline et renoncer à ce soutien combien symbolique. Entre-temps, la France sera devenue la seconde patrie de l'élite politique géorgienne, de la Géorgie libre, de celle qui a choisi de poursuivre de l'extérieur sa lutte contre l'occupant soviétique, avec une conviction chevillée au corps: la Géorgie retrouverait un jour sa souveraineté, sa liberté et sa place en Europe. Le deuxième moment, c'est le retour du Trésor national géorgien en 1944. Nous le devons au général de Gaulle,
qui prend la décision de renvoyer en Géorgie son trésor national, qui avait suivi en France le sort du gouvernement en exil et était conservé à la Banque de France. Sans lui et sans Ektimet Taraishvili, ce trésor n'aurait pas repris sa place au Musée national de Géorgie où il est encore aujourd'hui. Avec ce geste, c'est un pan central de l'histoire et de la culture de la Géorgie que la France nous a restitué. La guerre de 2008 sera le troisième volet de ce triptyque, lorsqu'une nouvelle fois, les frontières de la Géorgie sont bafouées et le territoire envahi, alors que la Russie de Vladimir Poutine envoie ses chars et ses avions, la Géorgie paraît bien seule, l'invasion russe progresse et rien ne paraissait pouvoir l'arrêter. C'est la France qui intervient en son nom et au nom de l'Union européenne, et le président Sarkozy obtient bel et bien un cessez-le-feu qui a arrêté la marche en avant des forces d'occupation et évité à la Géorgie un destin encore plus tragique. Bien entendu, d'autres amis et États occidentaux ont beaucoup fait pour la Géorgie, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Toutefois, la France se distingue par ce rôle concret à ces moments clés pour la préservation de notre indépendance. Avec le président de la République, Emmanuel Macron, nous avons scellé, lors de ma première visite bilatérale dans un pays européen, le renforcement du partenariat bilatéral autour du dialogue de Dimitri Amilahwari, ce prince géorgien dont nous célébrons aujourd'hui la vie et le sacrifice ultime pour cette France à laquelle, comme tant de Géorgiens de l'émigration, il était étranger et pourtant si profondément attaché. La vie et les circonstances de la mort sur le champ de bataille du prince Amilahwari sont un parfait symbole de la densité du lien franco-géorgien. Car au-delà de l'action de l'État français au moment clé de notre histoire, la relation franco-géorgienne a cela de singulier qu'elle était aussi une certaine histoire de la France, une certaine histoire de l'émigration en France, une émigration nourrie par la reconnaissance et transformée en intégration réussie à la République. Ainsi, cette communauté a donné à la France médecins, ingénieurs, sportifs, écrivains, musiciens, créateurs, diplomates ou journalistes. Pour ces Géorgiens de l'émigration arrivés en France par les hasards de l'histoire, servir la France aura été leur façon de rendre à la France un peu de ce que leur avait donné. Le prince Dimitri Amilahwari, que je décore aujourd'hui à titre posthume de la plus haute décoration militaire géorgienne, symbolise plus que quiconque ce parcours. En rejoignant dès juin 1940 la France libre du général de Gaulle à Londres, le lieutenant-colonel Amilahwari s'engageait pour servir cette France qui avait offert l'asile à sa famille et à ses concitoyens, et qui était pour tous indissociable de l'idée de liberté. Son engagement culminera à El Alamein, en sacrifiant sa vie pour la France libre. Nous, étrangers, n'avons qu'une seule façon de prouver à la France notre gratitude pour l'accueil qu'elle nous a réservé, nous faire tuer pour elle. Mort pour la France et sa liberté, il est mort aussi pour la liberté de la Géorgie, accomplissant son destin et réunissant dans son sacrifice ces deux patries. Je suis donc particulièrement heureuse et honorée qu'en ce jour de portée symbolique, les deux bustes du prince Amilahwari que l'Association géorgienne en France offre au musée de la Légion étrangère et l'autre au musée de l'Académie militaire de Saint-Cyr soient aujourd'hui dévoilés en ma présence en ce lieu prestigieux. Demain, un troisième buste prendra sa place en Géorgie, reliant une nouvelle fois nos pays dans une communion aux mêmes valeurs de liberté et de fraternité. J'ai choisi ce jour symbolique pour décorer également deux autres personnalités qui ont marqué, au cours du centenaire écoulé, la présence de l'émigration géorgienne sur cette terre d'asile. Constantin Andronikov, mais je dirais Andronikashvili, symbolise tout un itinéraire. Fils d'un officier de l'armée géorgienne qui a combattu l'invasion de l'armée russe, déporté et fusillé en 1937, le jeune Constantin se réfugie en France avec sa mère en 1920.
Il s'engagera comme volontaire dans l'armée de l'air comme étranger. Il sera naturalisé français en 1947 et mènera une carrière exemplaire de diplomate au Quai d'Orsay et d'interprète personnel de 3 présidents français avant de se retirer pour se consacrer à sa foi et à la théologie. Comme le prince Andronikov, qu'il rencontre à l'Institut Saint-Serge et où tous deux enseignent la théologie, l'archiprêtre Élie Melia aura pendant 40 ans été géorgienne, paroisse géorgienne Sainte, paroisse dans le monde libre durant ces longues années d'occupation soviétique et de combat contre la religion. Le père Melia aura été l'âme et le socle de l'émigration géorgienne en France et dans le monde. Cette première émigration politique sera suivie de vagues successives qui vont à leur façon graver l'empreinte géorgienne en France. Émigrés de la première heure ou descendants d'émigrés, le cinéaste Ottavio Celiani, l'orfèvre Gucci, la première femme secrétaire perpétuelle de l'Académie française, un ambassadeur de France aux Nations Unies, aujourd'hui la pianiste Khatia Bouniatishvili, les rugbyman de la famille Yuashvili, la peintre Vera Parava, le créateur de mode Demna Gvasalia, la cantatrice Anita Radvelishvili, le comédien Guillaume Gallienne, l'écrivain Emmanuel Carrère sont parmi ceux-là, pour ne citer que quelques-uns qui illustrent ce qui est une intégration réussie. L'histoire de l'émigration géorgienne démontre en effet que cette immigration, loin d'être toujours un coût ou un poids, peut aussi être un atout pour le pays d'asile. L'intégration n'est pas exclusive de la préservation du lien avec son pays d'origine. Elle démontre enfin ce que le monde actuel a de plus en plus de difficultés à reconnaître, que l'identité, addition et toute contradiction, tout en demeurant géorgien, pour certains à part entière et d'autres au moins à temps partiel. Devenus pleinement français, les Géorgiens de l'émigration n'en avaient pas pour autant oublié et abandonné la Géorgie. Du sacrifice du prince Amilahwari, lutter pour voir un jour la Géorgie, connaître le destin de la France de 1945, redevenir un pays libre, souverain et démocratique. L'émigration géorgienne porte aussi jusqu'à nous un message sur la singularité française, cette terre d'asile dont l'identité dépasse la géographie et l'hexagone pour tendre vers l'universel. L'histoire de la Géorgie en France est aussi celle des valeurs françaises partagées et de la première d'entre elles, celle de la liberté. Au fond, tout Géorgien se retrouve dans la formule du général de Gaulle quant à l'existence d'un pacte multiséculaire entre la France et la liberté du monde, et tout Géorgien porte en lui un peu d'Alexandre Dumas et de ses 3 mousquetaires, du courage, du panache et une grande loyauté. Car cette relation franco-géorgienne est de fait inséparable de notre appartenance à une culture aux racines communes, celle de la civilisation européenne. Civilisation ancestrale du vin, pays de Médée et des Argonautes, férue de littérature et de poésie, la Géorgie, bien que située aux frontières géographiques de l'Europe, a toujours été et sera toujours européenne. C'est ce qui explique aujourd'hui que 80% de la population souhaite l'adhésion à l'Union européenne, choix de nécessité mais qui ne souffre d'aucune alternative. Cette aspiration européenne représente d'abord un choix de civilisation. Notre jeunesse y voit son avenir, nos jeunes viennent étudier et s'installer en Europe, ils rêvent de Paris et s'abreuvent de culture européenne. Il ne viendrait aujourd'hui à personne parmi la jeune génération d'imaginer son avenir autrement qu'au sein de l'Europe. Ni vers la Russie,
qui représente un passé révolu, ni vers l'Asie centrale ou le Proche-Orient, géographiquement pas si distant, mais culturellement infiniment plus distant. Notre présence ici aujourd'hui, à nous tous, le démontre. La Géorgie, c'est l'Europe. Mon histoire personnelle l'incarne. Elle constitue le cœur de mon mandat présidentiel. Assurer le rapprochement sans cesse plus étroit entre la Géorgie et l'Europe. La France, qui incarne aujourd'hui l'ambition européenne la plus aboutie d'une Europe qui s'affirme dans le monde, devra trouver ce chemin de crête pour réussir tout à la fois l'intégration de la famille européenne telle qu'elle est aujourd'hui, et c'est une exigence de puissance, et l'inclusion de toute sa famille, jusqu'à la mer Noire y compris, comme un fait de l'histoire, comme une nécessité sans alternative. Vive la France, vive la Géorgie, Kaumarjos Sakartvelos, Kaumarjos Saprangles.